le directeur de la PHP, est venu nous annoncer le changement du nom. Ce qui est peut-être stratégique parce que les gens sur le territoire connaissent tous Charles Richer. Et en le renommant Adélaïde Hauteval, eh ben, ça brouille les pistes. Mais néanmoins, cet hôpital est un hôpital de personnes âgées, hôpital public de 472 lits avec 760 personnels. Donc ça a été le choc pour l'ensemble des collègues. On a été à plusieurs reprises et durant toutes ces années aussi le tampon avec nos collègues pour éviter des drames supplémentaires. On est revenu aujourd'hui pour un petit remember, quoi. Bon, ça fait plaisir, ça pince le cœur. Mais bon, il fallait revenir pour voir comment c'était. Donc moi je suis Sylvie Lefel, auxiliaire de puériculture. Je m'appelle Claire, je suis aide-soignant. Salut, moi je m'appelle Hervé, j'ai travaillé au service technique ici. Combien d'années de Richet t'as fait toi du coup? Toute ma carrière. Ça fait dans quelle année? 82. Ouais, 40 ans. Et c'est Thierry, le premier qui m'a accueilli presque à la crèche et qui m'a fait rencontrer les collègues du centre de loisirs parce qu'elles avaient mon âge. Aujourd'hui, je suis à l'USAPCGT et je m'occupe de leur gars. Je suis rentrée à l'hôpital Charles Richer en 96. J'ai fait pratiquement toute ma carrière. Je suis rentré, la date est très importante, le 28 octobre 1991. Et je suis reparti de cet hôpital le 28 octobre 2021. Donc 30 jours pour jour. Pour autant, quand j'ai commencé ma carrière, je suis arrivée à Charles Richer. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Je suis rentré dans cet hôpital au technique. J'étais peintre et j'ai connu tout le service technique, tout corps de métier confondu. Et on était sur une structure hospitalière de 472 lits et plus de 700 agents, avec une prise en charge globale et optimale de la personne âgée. Et on avait une ambiance d'enfer, on bossait, on avait rénové l'hôpital 2-3 fois quand même. J'ai connu entre 80 et 100 personnes qui sont venues travailler au technique. Charles Richer, c'était un hôpital gérontologique qui prenait en charge la personne âgée de façon globale. Qui allait de l'unité de soins d'écu, où on pouvait avoir une entrée directe avec le médecin de ville, avec toutes les unités SSR spécialisées de la personne âgée, et ainsi que des unités de long séjour, les soins palliatifs, et il y avait la chambre mortuaire, enfin avec une structure complète d'hospitalisation. Vous aviez toute la partie rééducation avec des unités spécialisées, dont les AVC, les soins palliatifs, toute la partie longue durée et maison de retraite comme on appelait avant, qui s'est traduit aussi en unité d'EHPAD. Vous aviez aussi jusqu'à la fin de vie, donc après les soins palliatifs, la chambre mortuaire, donc jusqu'au bout où on prenait en charge la personne âgée, plus toute une partie qui était dédiée à la prise en charge médecine de ville, où les patients arrivaient par le biais du médecin traitant, plus toutes les parties techniques, radiologie, plateau technique, consultation, dermato, ophtalmo, enfin vous aviez tout. C'était
l'excellence au niveau de la gériatrie. Et puis pour les personnels, il y avait la crèche sur l'établissement, ainsi que le centre de loisirs, ce qui permettait, dans le cadre de l'organisation du travail, d'avoir une organisation optimale pour la prise en charge des personnes âgées. Et on avait une vraie ambiance, petite entreprise familiale. Et ici, ce que j'ai bien aimé, c'est que pour certaines personnes, pour moi, c'était une deuxième famille. Voilà, Charles Richet, c'était ça, quoi. On était 700 quand même dans l'hôpital, c'est énorme. Et donc, on avait une super ambiance. Et puis, pour moi, j'étais à 10 minutes de chez moi à pied. Donc, carrément, je venais, c'était le bonheur de venir travailler dans cet hôpital, quoi. Mais ça a été une belle lutte. Ouais. Et puis riche en relations humaines, quand même. Ah, ouais. Parce qu'on a fait des rencontres incroyables. Il y a eu des partages. La nôtre, déjà. Bah ouais, notre amitié. Ouais. Après, moi, j'avoue qu'il y a des relations où j'ai pas donné suite avec des collègues et je m'en veux quelque part, mais ça a été aussi une façon de me protéger. Oui, puis tu peux pas... Ça a été une façon de me protéger parce qu'il y avait des sollicitations et puis avec une vraie relation, hein. Mais c'était compliqué. C'était compliqué. Parce que ça renvoie quand même à des choses qui sont pas toujours simples. Hein. Ouais. Non, je pense que ce qui fait qu'on est encore tous les trois là, présents et soudés, c'est aussi qu'on s'est protégés les uns les autres. Hein. Donc, en fait, c'est un hôpital qui était reconnu sur le territoire nord, puisqu'on était l'aval de Bichat-Beaujon, et en même temps, on était l'aval de l'hôpital de Gonesse, qui est l'hôpital de Guibu, qui se trouve à 5 km de Villiers-le-Bel. Et socialement, on était le plus gros employeur de la ville. On était sur une ville qui était sous la loi Lamy, c'est-à-dire avec l'obligation de l'État de maintenir le service public, voire de favoriser l'implantation du service public. Et on était un vrai lien social parce qu'il y a beaucoup de jeunes des cités de Villiers-le-Bel qui sont venus travailler à l'hôpital pour remplacer les personnels qui partaient en congé et qui sont devenus par la suite des soignants et qui sont devenus des professionnels de santé qui ont eu une évolution de carrière. Voilà, donc il y avait une vraie dynamique à la fois sur la ville et puis sur le territoire au niveau de la prise en charge de la personne âgée. Moi, quand je suis arrivé ici en 91, on m'a dit « Ouais, pourquoi tu viens bosser là? Un jour, l'hôpital fermera. » Je fais « Ouais, un jour, mais bon, je pense pas que ça va fermer tout de suite. » Si, viens pas bosser, ça va fermer tout de suite. Bon, pas super, mais je suis resté quand même. Du coup, ça a été 30 ans de bonheur. En 2015, le directeur général est venu sur notre établissement pour, dans un premier temps, nous annoncer le changement de nom de l'hôpital. Et du changement de nom, donc de Charles Richet, on est passé à Adélaïde. Et de là, deuxième annonce, restructuration, pour pas dire fermeture parce que ça fait tâche. Restructuration de l'établissement avec projet de construire un EHPAD au cœur du site. Et puis, alors leur stratégie, pour moi, c'était la première chose, c'était changer de nom, quoi. De Charles Richet, on est passé à Adélaïde Haute-Val. On n'a pas fait trop attention, mais ça quand même nous a tiqué. Mais moi, ce qui m'a fait le plus chier, c'est qu'on est passé d'hôpital à EHPAD. Putain, quand vous savez comment ça se passe dans les EHPAD en ce moment, c'est vraiment gerbé, quoi. Et donc ça, de hôpital et EHPAD, quand vous appelez, que vous avez quelqu'un à mettre dans une maison de repos, parce que malheureusement on n'a pas le choix, quand vous appelez, vous décrochez le téléphone, on vous dit « Ah, allô, bonjour, c'est un hôpital. Ah, super. Allô, bonjour, c'est une EHPAD. Ah, j'ai peut-être pas trop envie de mettre un de mes parents dans une EHPAD, vu comment ça se passe dans les structures. Bon, pas dans toutes les structures, heureusement, mais dans certaines structures, de nous changer notre nom, je pense que c'était une stratégie monstrueuse. » On a quand même eu 5 directions depuis 6 ans. On a eu entre 8 et 10 DRH qui sont venus. Alors pour eux, direction, RH,
ils faisaient leur boulot qu'on leur disait de faire. Après, c'est des agents comme nous, quoi. Il y en a certains, ils ont mangé comme nous, on a mangé, quoi. On a mangé chaud, froid, tiède, tout ce que tu veux. Ouais. Moi, ça m'a abîmé. Ouais, hein. ouais. Quand je vois les photos, là, la photo, tiens, où on est au barbecue. Ouais. Physiquement, tu te dis, oh On là était là là frais là, à ce moment-là. c'est une Ouais. lutte qui t'a, On physiquement, était moi, quand frais. je me vois là, Tu prends le avant, le après, tu fais je waouh. me dis comment ça m'a abîmé. Hein. Ouais. Cet hôpital de 472 lits, 700 agents était à un taux d'activité optimal. Et pour autant, sachant en plus l'impact de l'emploi que générait cet établissement, en 2015, mai 2015, pour la première fois, Martin Hirsch, directeur de la PHP, vient à Adélaïde, à Charles Richet, annoncer que l'hôpital va fermer. Alors il ne le dit pas en ces termes, hein. Comme tous les directeurs qui annoncent une fermeture, c'est des restructurations. Enfin, c'est une façon très hypocrite d'annoncer que l'hôpital va fermer. Soi-disant, on était obsolète. On était quand même un des hôpitaux les plus cotés de la région parisienne. Quand on voit les hôpitaux à Paris, que ce soit, je vais en citer aucun, les murs, nous on date de 1965 ici, et les murs à Paris, il y en a, ils ont plus de 150 ans, voire un peu plus. Donc, point de vue obsolescence, je pense qu'on était largement au-dessus du panier. Donc ça a été le choc pour l'ensemble des collègues. Et donc on a enclenché une lutte avec les personnels en constituant très rapidement un comité de défense où on a inclus des citoyens, des associations, des services publics du territoire, hein, puisque l'impact de la suppression du service public ne s'arrête pas à la santé, hein, il est surtout forme de service public. Donc très vite, collègues et syndicats, on s'est réunis pour créer une lutte parce que il n'y avait pas beaucoup de plan B pour les collègues. C'était un peu flou le devenir professionnel. Et à la fois avec les actions des personnels qui a été fort dès le départ, hein, puisqu'on avait des mobilisations à 150, 200 agents, on a mené des actions pendant des années pour lutter contre cette décision aberrante de fermeture de l'établissement, qui a été rebaptisée entre-temps parce que tout le monde connaissant Charles Richet, l'impact était fort sur le territoire. Après, quand c'est devenu Adélaïde d'Hauteval, quand on expliquait aux gens qu'Adélaïde d'Hauteval est en train de fermer, ça parlait à personne. Hein. Donc c'était vraiment une stratégie. En fait, il y a eu tout un tas de stratégies qui ont été mises en place. Et c'est ce qui se fait à chaque fois qu'il y a une fermeture annoncée, pour faire en sorte qu'il y ait le moins de gens qui soient susceptibles d'intégrer cette lutte. Tiens, là-bas, celle-là, là, c'est Jean-Michel. Ah, c'est la fête de l'humain. Ouais, à la fête Ouais. de l'humain. On nous avait demandé d'intervenir sur la fête de l'humain pour justement parler de la fermeture sur un désert médical. Non, ça a été fort. Hein. Voilà, cette lutte, elle a duré plus de 6 ans. Elle a été forte de rencontres, forte de collectifs, hein, avec des moments très riches en relations humaines et et porteuses de valeurs de la CGT, mais aussi des valeurs de solidarité, de collectif, de sens donné au travail et puis de ce bien commun qu'est le service public. Donc très vite, la lutte s'est construite. Donc c'était beaucoup de rassemblements, beaucoup d'actions, ce qui a permis par la suite d'ouvrir des perspectives nouvelles pour que les collègues puissent partir de façon digne. Et de là, très vite aussi, s'est construit le collectif de défense, où vous aviez, en participant, des élus de la commune avoisinante, d'autres structures qui étaient eux aussi sous des menaces de fermeture, et des citoyens, des associations. Donc ça a été une autre forme d'action de lutte, puisque beaucoup d'actions se sont faites de là, des marches citoyennes,
des caravanes de lutte sur le site, des barbecues, des opérations escargots et énormément de réunions publiques pour alerter les citoyens de la catastrophe sanitaire qui se prépare sur le territoire, étant donné qu'on est déjà sur un territoire qui est défavorisé et très précaire. Et elle a été riche de partage et de soutien mutuel pour les personnels, mais aussi pour nous et pour tous les gens qui étaient dans cette notion que c'était impensable et une aberration de pouvoir fermer l'établissement. Donc M. Hirsch est arrivé ici en 2015, il nous a annoncé la fermeture, et puis il pensait que en 6 mois ça serait réglé, mais bon, avec le collectif de défense qu'on a mis en place, on a une putain de lutte, quoi, mais monstrueuse, quoi. On est resté quand même 7 ans dans la lutte, quoi. On est parti d'ici, on était outrés, écœurés de se barrer comme ça, mais la lutte était super belle. On a été au Sénat, enfin il y a eu quand même un comité de défense qui nous a permis aussi d'élargir nos champs d'action. Puis à chaque fois, on a eu les salles mises à disposition. Tous les maires nous ont mis des salles à disposition sur le territoire. Non, il était quand même vachement actif, le comité de défense. Et puis à côté de ça, ça a été aussi riche de moments difficiles, de drames humains, de fêlures qu'on n'oubliera jamais, qu'on ne guérira jamais. Et quand je dis ça, je pense à Thierry, notre collègue cégétiste, électricien, qui avait fait toute sa carrière à Charles Richet, dont les parents avaient ouvert l'hôpital, dont toute sa famille a travaillé sur l'établissement, et qui nous a quittés, et qui pendant toute cette lutte, alors qu'il lâchait pas, et qu'il était très actif dans ce collectif de défense, disait « Si l'hôpital ferme, je n'ai pas de plan B ». Alors qu'on savait qu'en tant qu'électricien, il n'aurait eu aucune difficulté à trouver un poste ailleurs. Mais pour autant, pour lui, c'était inenvisageable la notion de pouvoir quitter cet établissement et ne pas aller jusqu'au bout de sa carrière sur Charles Richet. Et de tout ça, ça a été beaucoup d'investissements, beaucoup de force à déployer, parce que quand on vous annonce que tout va s'arrêter parce que ça a été des temps très courts quand on nous annonçait des dates de fermeture, ça a été beaucoup de souffrance et de violence pour les personnels, beaucoup de drames, entre autres notre collègue Thierry, qui était syndicaliste et membre du CHS, qui, 1 an après l'annonce de la fermeture, s'est suicidé. Ça a été au-delà de ça, alors certes des belles rencontres, parce qu'on a pu élargir en côtoyant, en rencontrant des élus, des assos, mais beaucoup de souffrance et beaucoup de violence. Non, mais moi, avec le recul, on a été abîmés. On a des plaies qui cicatriseront jamais. Moi, je crois que je ne m'en remettrai jamais du décès de Thierry. Mais pour autant, quand tu regardes le panneau, là, je me dis... avec le recul, tu gardes cette lutte qui a été incroyable. Donc ça a été aussi beaucoup de drames, beaucoup de souffrances, beaucoup de gens en grande détresse. Et je pense que on a été à plusieurs reprises et durant toutes ces années aussi le tampon avec nos collègues pour éviter des drames supplémentaires. Car on a été plus d'une fois confrontés à des situations de détresse et d'expression, de passage à l'acte qui ont été compliquées parce que on a
on a pris toute cette souffrance. Et forcément, ça abîme. Ça abîme, et puis maintenant que l'hôpital est fermé, hein, depuis le 15 octobre 2021, avec le recul, on pourrait penser que effectivement, ça a été une grande lutte et une grande bataille, et que les valeurs de solidarité, de collectif et de bien commun, elles ont été là, mais et qu'il faut essayer d'en garder que les bons souvenirs, mais c'est un déchirement, et puis c'est une catastrophe sanitaire sur un désert médical. C'est que je me suis enfermée dans une forme de déni pour ne pas être attaquée de tout ce qui s'est passé, parce que justement on s'est refusé, nous, d'accepter que toute cette violence qu'on a appris comme des éponges, et qu'on avait, on n'est pas formé pour ça, on n'est pas prêt à ce genre de choses. Enfin, moi, quand je suis rentrée à l'hôpital, c'était parce que ma hantise était de perdre mon travail. Comme il y avait dans le temps les fermetures d'entreprises, d'usines et tout ça. Et pour moi, c'était une aberration, on ne ferme pas un hôpital, comme on ne fermera pas une école. Enfin, Et tout ce qu'on a vécu avec nos collègues, le monde s'est écroulé à ce moment-là. Et qu'il fallait rester debout, fallait rester costaud, parce que sinon on s'effondrait, c'était fini pour eux. Je me suis rendu compte que je m'étais foutue dans une boule de déni, de me dire en fait je suis pas concernée, je suis pas là, faut prendre, faut encaisser les coups, et puis il se passe, tout va bien, même si on sait que tout va mal. C'est compliqué à expliquer, mais même pour quand tu rentres chez toi. Moi j'ai encore des petits qui ont grandi. Eux, ils ont été sacrifiés pendant 6 ans parce que vu qu'on était partout, matin, midi, soir, les gamins, ils ont été sacrifiés à pas beaucoup les voir. Mais il fallait rester debout et costaud, quoi. Moi, j'ai pris conscience que cette énergie qu'on a déployée avec une espèce d'instinct primaire où tu savais que tu étais sur un fil rouge, mais que tu disais il faut continuer, comme tu dis, parce qu'on n'avait pas le choix. Après, avec le recul, je suis restée la même, parce que voilà, on est la personne qu'on est, et voilà. Mais moi, ça m'a fragilisée. Et que cette fragilité-là, elle vient aussi de ces années où on s'est oublié et qu'on s'est consacré aux autres. Ce qui faisait partie de notre mission, si on réfléchit, appartenir à la CGT, c'est défendre les valeurs d'un collectif, d'un bien commun, des valeurs du service public. Donc on a été dans notre mission, on a été même bien au-delà de notre mission, puisque on a déployé, que ça soit en temps qu'en santé, au-delà de la normale. Pour autant, voilà, tout ça c'est toujours là, mais ouais. Moi, je le vois aussi, très, très humblement et très objectivement, et c'est pas du tout larmoyant ce que je dis. C'est quand je vois au début de cette lutte les photos et physiquement même comment j'étais, je me dis que ouais, on vieillit, mais que j'ai été abîmée. J'ai été abîmée, moralement, physiquement. On en a laissé des plumes. Ouais, mais que ça valait la peine. Et que ça nous porte, et que c'est ce qu'on est, et que c'est ce qui nous construit aussi. Donc, il n'y a pas de regret, et au contraire, il y a moi je pense qu'on peut être tous fiers de ce qu'on a fait. On peut être tous fiers d'avoir permis à ces gens qui au départ étaient sur un plan social, de bénéficier d'un budget alloué pour faire des formations, pour faire de la reconversion, pour avoir les postes qu'ils souhaitaient, adaptés à leur désir de mobilité. Enfin, voilà, je pense que
même si on n'a pas été en mesure de faire que cette fermeture ne se fasse pas, en tout cas, humainement, je pense que le travail qu'on a fait pour protéger et assurer le devenir de nos collègues, il est phénoménal. Donc moi, je pense qu'on peut tous, à notre niveau, se dire qu'on a été au-delà de notre travail. Et j'espère que dans les malheureusement futures fermetures annoncées, que cette lutte, elle sera aussi forte et que l'attention portée pour protéger les personnels, elle sera à la hauteur. Parce que sinon, c'est des drames assurés. Et des vies brisées. Des vies brisées, c'est sûr. Donc voilà. Donc, même si nous, quelque part, ça a été difficile, et ça le sera toujours, je pense. Ça nous a construit. Ça nous a grandi aussi. À l'heure d'aujourd'hui, l'hôpital est fermé. Il s'est fermé en octobre 2021. En tant que soignante, autant le regret d'avoir fermé un hôpital d'excellence, ça a été aussi le choc de la pandémie. Pour moi, ça a été un massacre de la personne âgée, de se dire que tous les lits qu'on avait, tous les professionnels qu'on avait, qui étaient qualifiés, voire même surqualifiés, étant donné qu'ils étaient tous spécialisés au niveau de la géronto, qu'on aurait pu désengorger beaucoup de lits, que ça soit les lits d'aigus, les lits de réa, ou même voir les personnes qui étaient isolées chez eux ou dans les EHPAD. Et que, hormis rappeler que ça a été qu'un gâchis de fermer cet hôpital, mais un gâchis de ne pas pouvoir maintenir cette prise en charge de la personne âgée, c'est encore à l'heure d'aujourd'hui un peu les boules. Et puis surtout que c'est pas fini, enfin, on est quand même sur des populations qui sont vieillissantes, c'est-à-dire que demain, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste pour la personne âgée pour la prendre en charge? Mais même au-delà de ça, quand on voit que tous les hôpitaux, pour la plupart, beaucoup de services sont fermés, beaucoup de lits ont fermé, qu'est-ce qui reste demain en soins pour les jeunes et les moins jeunes? Que, hormis parler rentabilité, fric, moi je suis très inquiète du devenir de ce service public qui s'appelle Assistance publique Hôpitaux de Paris, qui est un droit à tous, accès à tous, sans distinction, et que là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est très compliqué de se faire soigner en France. Et alors, c'est d'autant plus aberrant que ces 472 lits spécialisés pour la prise en charge de la personne âgée, en pleine pandémie Covid, elles auraient sauvé des vies. Parce qu'on était tout à fait en capacité de désengorger les services de soins critiques, les services Covid, les services de réanimation, qui, une fois qu'ils avaient pris en charge les personnes âgées, auraient pu nous les transférer pour que nous, on puisse leur permettre de récupérer, d'être en meilleure santé, et donc de ne pas emboliser des lits dans les services d'aigus, et ce qui a généré des pertes de chance pour beaucoup de patients, quel que soit leur âge. Donc voilà, donc on est là aujourd'hui à se dire que on est dans un système où le bien commun n'a plus de valeur, alors que le bien commun, c'est l'accès pour tous, quels que soient les moyens, au droit à la santé, au droit à l'éducation, au droit au transport, au droit à tout ce qui génère les besoins primaires de n'importe quel citoyen. Donc on peut se désespérer de cette politique qui casse la santé en France, qui était reconnue mondialement. Et Charles Richet et après Adélaïde Deval sont un exemple parmi tant d'autres, et des futurs établissements qui vont aussi fermer. Et je crois qu'il faut qu'on prenne tous l'ampleur du désastre humain qui s'annonce là,
et de cette perte inestimable de cette expertise de santé qu'on est capable de générer en France. Parce que si on n'a pas une action citoyenne, syndicale, des agents aussi de la PHP pour lutter contre ces fermetures annoncées, c'est une catastrophe sanitaire irréversible. Mais bon, c'est du gâchis quand même. C'est du gâchis et c'est très inquiétant pour le devenir de la santé demain, quoi. On le voit, hein. Tu veux prendre un rendez-vous, tu as besoin d'être hospitalisé, tu as besoin de faire de la prévention de soins. C'est le parcours du combattant aujourd'hui. Donc, ce panneau a été fait par nos derniers collègues le dernier jour de vie de l'établissement, avant que chacun prenne leur poste sur d'autres. Et ça a été un moment fort, parce que tous les matins, on se voyait. Et puis, pour le dernier au revoir, pour l'adieu, ils nous ont fait la surprise d'avoir fait ce petit panneau. Ah oui, c'est des sacrés souvenirs, hein.
Merci.